Bonjour à tous et bienvenue sur Res Publica Universalis. Aujourd'hui, le vlog sera consacré à de la démocratie en Amérique, donc le livre de Tocqueville, que voici. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier cette lecture. On va aborder essentiellement deux thèmes, à la fois la question de l'individualisme en démocratie et son effet, on va dire, sur l'activité politique des citoyens et des individus, ainsi que le risque d'une démocratie despotique, du despotisme démocratique. Voilà, je vous laisse là-dessus, on se revoit après la lecture. L'individualisme est une expression récente, qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l'égoïsme. L'égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même qui porte l'homme à ne rien rapporter qu'à lui seul et à se préférer à tout. L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart, avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. L'égoïsme naît d'un instinct aveugle. L'individualisme procède d'un jugement erroné plutôt que d'un sentiment dépravé. Il prend sa source dans les défauts de l'esprit autant que dans les vices du cœur. L'égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus, l'individualisme ne tarit d'abord que la source des vertus publiques. Mais à la longue il attaque et détruit toutes les autres, et va ainsi s'absorber dans l'égoïsme. L'égoïsme est un vice aussi ancien que le monde. Il n'appartient guère plus à une forme de société qu'à une autre. L'individualisme est d'origine démocratique, et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent. Chez les peuples aristocratiques, les familles restent pendant des siècles dans le même état et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux et les respecte. Il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-fils et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns et les autres, et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore. Les institutions aristocratiques ont, de plus, pour effet, de lier étroitement chaque homme à plusieurs de ses concitoyens. Les classes étant fort distinctes et immobiles dans le sein d'un peuple aristocratique, chacune d'elles devient pour celui qui en fait partie une sorte de petite patrie, plus visible et plus chère que la grande. Comme dans les sociétés aristocratiques, tous les citoyens sont placés à poste fixe, les uns au-dessus des autres, il en résulte encore que chacun d'entre eux aperçoit toujours plus haut que lui un homme dont la protection lui est nécessaire, et plus bas il en découvre un autre dont il peut réclamer le concours. Les hommes qui vivent dans les siècles aristocratiques sont donc presque toujours liés d'une manière étroite à quelque chose qui est placé en dehors d'eux, et ils sont souvent disposés à s'oublier eux-mêmes. Il est vrai que dans ces mêmes siècles, la notion générale du semblable est obscure et qu'on ne songe guère à s'y dévouer pour la cause de l'humanité, mais on sacrifie souvent à certains hommes. Chez les peuples démocratiques, de nouvelles familles sortent sans cesse du néant, d'autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face. La trame des temps se rompt à tout moment, et le vestige des générations s'efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédés, et l'on n'a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus proches, seuls, intéressent. Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s'y mêler, ses membres deviennent indifférents et comme étrangers entre eux. L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. À mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d'individus qui, n'étant plus assez riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumière et de bien pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne, ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne, ils s'habituent à se considérer comme toujours isolément, ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière
est entre leurs mains. Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants, et le sépare de ses contemporains. Elle le ramène sans cesse vers lui seul, et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Ce premier extrait donc, de Tocqueville nous parle de l'individualisme démocratique. Donc en gros, comment dans les démocraties, les personnes deviennent individualistes et se referment un peu sur leur sphère privée. Le premier élément, bien sûr, c'est la distinction entre l'égoïsme et l'individualisme. L'égoïsme, donc, qui ici ressemble beaucoup à la liberté aristocratique telle que je l'avais définie dans la série sur Athènes. Ensuite, on a la définition donc, de l'individualisme, un sentiment raisonné, plutôt un sentiment qui va avec ce qu'on appellerait les classes bourgeoises, qui ont parrainé l'avènement de la démocratie. Il montre en fait la distinction entre ces deux sentiments et notamment les changements de mœurs qui se sont opérés. On peut faire un rapprochement avec ce que Norbert Elias appelait le processus de civilisation dans la dynamique de l'Occident et la rationalisation aussi de la pensée et de la stratégisation politique. Aussi la façon de se représenter la société. Voilà, c'est l'avènement du rationalisme au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. L'individualisme bourgeois peut dégénérer dans une forme d'égoïsme. Le fait de rentrer dans une société où finalement les droits pour chacun sont garantis, de ne s'occuper que de ses affaires personnelles, peut mener à un désinvestissement de la sphère collective et de la sphère politique. Et ce sentiment d'individualisme donc, qui est protégé par la démocratie peut en être en fait son propre ennemi. Ce sentiment, il est aussi une résultante de la condition d'égalité donc démocratique, une égalité à la fois en termes de droits politiques, mais aussi une égalité sociale. C'est-à-dire, et cela concerne essentiellement en fait la classe sociale dont parle Tocqueville, c'est-à-dire la bourgeoisie. Tocqueville parle évidemment assez peu des classes populaires dans son œuvre, et parle assez peu de la question sociale de manière générale. Sa pensée s'applique essentiellement à ce que lui voit comme la classe active, c'est-à-dire la bourgeoisie. Il voit que l'égalisation des conditions dans la bourgeoisie peut mener chacun à se replier sur sa sphère personnelle et à se désinvestir de la sphère collective, et donc pousser un certain nombre d'individus qui sont aussi au-dessus un peu des autres à se comporter de manière égoïste comme des aristocrates. Pourquoi est-ce que on peut rapprocher ça de l'actualité contemporaine ? Alors moi je vois dans ce que lui il appelle l'égalisation des conditions un processus qui s'est réalisé d'une certaine manière dans la démocratie moderne à travers notamment la mise en œuvre de la social-démocratie au cours du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXe siècle ? On a créé le droit du travail, on a créé tout un tas de dispositifs sociaux comme la sécurité sociale, etc. Il y a toute une partie de la population qu'on appelle les classes moyennes qui s'est étendue, une grande partie de la société a réussi à s'élever par l'éducation, le mérite et le travail vers la classe moyenne, et puis par la mise en œuvre de politiques sociales de redistribution, avec de forts taux d'imposition sur les plus riches. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle la social-démocratie, et cette social-démocratie, c'est vrai qu'elle a permis une égalisation des conditions pour une partie de la société. Et là où je vois que la pensée de Tocqueville est intéressante aujourd'hui, c'est que cette partie de la société de la classe moyenne a accédé à, on va dire, ce que Tocqueville, lui, appelle l'individualisme, c'est-à-dire un bien-être raisonné, un repli un peu sur sa sphère privée. Et à mon avis, ça s'est fait au détriment d'une partie de l'implication civique de cette classe moyenne. C'est-à-dire qu'autrefois, une classe moyenne qui aurait pu soutenir notamment, je sais pas moi, des gens qui étaient membres du Parti communiste ou qui étaient fortement impliqués en politique, se sont progressivement désengagés, aussi bien dans les partis sociaux-démocrates que dans les partis chrétiens-démocrates, se sont désengagés, et regardent un peu, on va dire, les classes populaires ou d'autres classes sociales avec une certaine distance, ou en tout cas sans considération pour les besoins des autres dans la société. Il y avait donc avec ce sentiment aussi d'individualisme, une forme d'apathie qui à mon avis ronge
qui est à mon avis le mal naturel des démocraties, c'est que plus une démocratie est installée, plus elle contient en germe en fait la propre menace qui peut la faire disparaître. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance effectivement à plonger les individus en garantissant les droits des individus, en leur permettant d'accéder à une condition sociale stable. Elle va les rendre apathiques, puisque effectivement ils ont le droit à la liberté et la forte tentation de se replier sur leur sphère privée et de ne plus participer à la lutte démocratique. C'est normal, on peut pas être mobilisé tout le temps dans le combat démocratique et dans la démocratie. Et donc elle va pousser un certain nombre de classes sociales vers l'apathie, et notamment la tentation éventuellement de laisser le pays s'administrer, ou de laisser le pays se faire administrer par une minorité, éventuellement, qui elle aurait confiance, une minorité qui aurait l'air raisonnable, qui partagerait cette idéologie de l'individualisme et de la raison. Et sous la menace, évidemment, de voir cet individualisme chez les plus puissants, ceux qui ne sont plus dans l'égalité de conditions, mais qui, du fait de la répartition inégale des richesses, de la répartition inégale de la culture et du pouvoir, vont être capables de se l'accaparer et pour verser, eux, dans une idéologie qui sera égoïste, ce qu'on appellera une dérive oligarchique du régime démocratique.